Bienvenue à tous dans la Pause Fitness, le podcast qui parle évidemment de musculation, de nutrition, mais aussi de style de vie. Donc si ça fait quelque temps que vous écoutez le podcast, je vous invite, si vous avez envie, de mettre un petit j'aime sur la vidéo si vous êtes sur YouTube, ou alors une petite évaluation si vous m'écoutez sur une plateforme de podcast comme iTunes, Spotify ou autre. Donc je vous souhaite à toutes et à tous un très bon épisode et on se retrouve tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, nouvel épisode aujourd'hui, on va parler de pas mal de petites choses, surtout sur la nutrition. Aujourd'hui, on sera axé vraiment sur la diète. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que la semaine démarre bien. Je pense que beaucoup de personnes d'ailleurs se mettent à alléger un petit peu leur diète parce que les beaux jours vont arriver, donc vous avez envie d'avoir les abdos qui ressortent un petit peu. Et puis voilà, c'est la norme, on va dire, c'est le cheminement classique de toute personne qui fait du sport, qui m'enchaînement. Arrivé l'été, on fait un petit peu mieux pour être plus en forme. Donc, on va voir pas mal de petits points. Avant de commencer, je voudrais juste vous dire que ce week-end, j'ai sorti la grosse vidéo. Alors, c'est une formation sur les fibres. Les fibres, alors les AGCC, c'est pas réellement les fibres, c'est une résultante de ce qu'on consomme en fait, les acides gras à chaîne courte, et je parle de ça, j'explique la relation qu'il peut y avoir entre ça et la perte de poids, mais ça aussi et la prise de poids. Donc ce qui peut être intéressant, je l'avais jamais vu nulle part en fait, mis à part dans des études, mais je vois personne en parler réellement de ça. Donc j'ai essayé de vous faire quelque chose le plus clair possible, que vous puissiez un petit peu savoir où aller avec ces histoires de fibres là, ces légumes et tout ça, mais surtout quand on essaye de perdre du poids. Et de comprendre un petit peu comment tout fonctionne et de voir aussi que tout n'est pas rose dans les légumes, malheureusement. Il y a parfois aussi des choses qui peuvent être, je vais pas dire... en fait, c'est paradoxal, voilà. Le mot juste, c'est paradoxal. Donc bon, bref. Vous avez le lien dans la description si ça vous intéresse d'enrichir un petit peu vos connaissances à ce sujet-là. Sinon, on passe tout de suite au sujet du jour. La première petite actualité que j'ai vue, c'était par rapport aux produits sucrés, alors notamment aux États-Unis. Aux États-Unis, si vous voulez, il y a l'industrie agroalimentaire qui se détourne du sucre. Alors pourquoi au début quand on commençait à faire la guerre, c'est pas moi mais je veux dire moi à mon petit niveau je veux dire, mais quand les gens ont commencé à faire la guerre au sucre, on essayait de leur dire mais non vous vous trompez, le sucre dans des proportions raisonnables, il en faut tous les jours, etc. Donc maintenant on peut plus avoir les gens, ils commencent à comprendre que c'est le sucre responsable de pas mal de saloperies. Encore une fois, tout est une question de consommation personnelle. Personne nous met un couteau sous la gorge pour consommer les aliments, mais il y a du sucre caché, il y a des gens, comme on le sait, plus le budget est serré dans un foyer, plus il y a de chances d'être en surpoids, ce qui est quand même paradoxal aussi, mais les études l'ont montré. Et alors je vais vous citer quelques notes d'articles que j'ai trouvées sur Les Échos pour le coup, un grand média, mais je pense que c'est quand même intéressant d'en parler. Je vais essayer d'approfondir un petit peu moi le sujet, mais je vais vous montrer un petit peu de quoi ça parle. Alors ils disent: l'industrie agroalimentaire semble néanmoins résolue à se désintoxiquer. Le numéro 1 mondial, Nestlé, a d'abord concentré ses efforts sur les produits pour enfants, comme les céréales. La teneur en sucre de ces aliments a été réduite de 35% depuis 2005. Chez Mondelez, 15% du portefeuille est désormais constitué de produits allégés en sucre, à l'instar de Belvita, contenant 30% de sucre en moins, voire sans sucre. Danone assure lui aussi être un bon élève. Depuis fin 2018, 100% de ses boissons aromatisées à base d'eau minérale naturelle ont un taux de sucre inférieur à 5 grammes au 100 millilitres. L'industriel assure qu'elles sont 40% moins sucrées que la moyenne des boissons sans alcool. J'avais noté aussi, Mondelez, pilier du secteur, vient aussi de breveter une technique afin de fabriquer du chocolat avec moitié moins de sucre sans en compromettre le goût. On se demande comment. Ce procédé à base de fibres de maïs solubles sera destiné entre autres à sa marque britannique Cadbury. Alors,
petite parallèle, pourquoi du maïs, pourquoi fibre de maïs? Alors, je reviens sur un autre article qui disait pourquoi a-t-on des subventions sur le maïs aux États-Unis où il est tellement subventionné. Le sirop de maïs remplace désormais le sucre dans de nombreux sodas, non pas pour ses vertus nutritives, mais parce que le prix subventionné revient moins cher que le sucre. Donc vous avez une raison de pourquoi. Il faut toujours se mettre dans la tête d'un industriel qui fait du business, qu'il faut qu'il soit rentable, c'est pas un organisme de santé ou autre. Et donc du coup, il faut qu'il associe profit et tout ce qui va être sphère marketing, donc répondre à la demande des gens, etc. Et donc dans le maïs, ils ont trouvé, vu que le maïs est moins cher que le sucre, ils ont trouvé quelque chose, donc utiliser des fibres solubles du maïs pour ça. Mais ce qui me paraît quand même étrange, c'est ce côté sans modifier le goût. Donc si on modifie, parce que dans les fibres de maïs, alors est-ce que les fibres de maïs ont un goût sucré? Mais ça m'étonne. Mais bon, probablement qu'ils ont trouvé un moyen de le faire. En tout cas, une chose est sûre, c'est que voilà, ça va être du faux sucre, certainement. Ces fibres de maïs qui sont pas les meilleures au niveau des vertus nutritives, comme ils disent. Mais voilà, ça permettra de dire on a moins de sucre. Autre chose, j'avais vu aussi que dans des produits sucrés, toujours pareil, dans les grosses sociétés américaines, ils utilisaient en fait quelque chose qui n'avait pas trop marché d'ailleurs, c'est qu'ils utilisaient un procédé chimique pour faire du sucre creux, en fait. Alors, des cristaux de sucre creux, ce qui permettait d'alléger la teneur en sucre, mais de conserver l'aspect sucré, on va dire. Et apparemment, ça n'a pas bien pris, parce que je pense que ça jouait trop sur le goût du produit, et les gens s'y retrouvaient pas. Bon, encore une fois, on a un rôle, en fait, il y a un double rôle. C'est sûr que si... Dans un monde idéal, les industriels devraient faire des produits moins sucrés sans avoir besoin d'ajouter ces substances chimiques pour qu'on ait toujours l'impression d'avoir du sucre. Mais il faudrait que ça soit un travail de concert avec les consommateurs qui seraient prêts à accepter que le goût qu'on a perçu depuis des années était trop sucré et qu'on accepte de manger moins sucré. Mais malheureusement, les gens n'ont pas envie de se prendre la tête quand ils ont un produit phare sucré et qu'ils le consomment au quotidien. Ils n'ont pas envie de revenir en arrière avec quelque chose de plus fade. Je vais vous prendre un exemple. Même deux exemples. Vous savez, moi j'aime bien faire des petits écarts, des petits plaisirs le week-end. Et je pense qu'on est tous pareils, on aime bien quand on fait très attention à sa nutrition et qu'on mange sainement toute la semaine. Bon, écoute, qui plus que nous a le droit de s'autoriser des petits plaisirs sucrés et tout ça, quand on fait ce qu'il faut au niveau activité physique et au niveau nutrition tout le reste du temps. Et voilà, maintenant que je me suis bien justifié, je vais vous dire que j'aimais bien faire pendant une période, moi j'aime bien les M&M's. Et ce que je faisais, c'est que j'allais acheter des M&M's au chocolat noir. Alors ceux qui ont connu ça, c'était il y a peut-être 3-4 ans, on en trouvait encore dans le commerce, aujourd'hui j'en trouve plus. Donc en tout cas en France c'est très compliqué d'en trouver. C'était des M&M's au chocolat noir, alors ça voulait pas dire qu'il y avait pas de sucre, mais il y en avait moins. Et en fait ce qui se passait, c'est que quand on avait envie de craquer, de se faire plaisir et puis de rester un peu dans les clous, on se disait bon, on va prendre des M&M's au chocolat noir. Je précise, il y avait quand même du sucre, c'était pas des aliments sains, c'est pas quelque chose de sain. Mais en fait, il y avait cette petite frustration parce que mentalement, on est tellement habitué au goût du M&M's que quand on mangeait cela, on restait un peu sur notre faim. Ils avaient fait exactement la même chose avec le crunch, le chocolat crunch. Ils avaient fait des tablettes de chocolat crunch au chocolat noir. Et c'est pareil, le goût était un peu plus fort, moins sucré mais un peu plus fort en cacao, et ça plaisait moins. Et regardez un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Certainement pas d'invendu, donc du coup ça a été retiré du marché tout simplement. Hein. Moi aujourd'hui j'en trouve plus, donc ça veut dire que ça a pas plu, parce que quelque chose qui plaît on le retrouve. Donc toujours pareil, je pense que c'est un travail. Ils vont toujours se baser, les industriels, sur ce qu'on demande, sur ce qu'on veut. Et si on continue à consommer des choses très sucrées, ils vont se dire on peut pas se permettre de réduire le goût sucré parce qu'on va perdre tous ces clients-là. Il faut pas oublier que c'est des chiffres d'affaires monstrueux, donc ils peuvent pas se permettre de faire n'importe quoi. Donc faut pas attendre que ça vienne d'eux finalement le truc. Ça viendra de nous forcément. Et de toute façon, il n'y a pas de il n'y a pas de magie là-dedans, c'est vraiment quelque chose qu'il faut accepter quoi. Après par rapport à la nutrition,
je reviens un petit peu sur ce que j'avais noté, parce que j'avais noté pas mal de petites choses. Il y avait aussi, alors toujours pareil aux États-Unis, le titre c'était « Manger au restaurant, une recette pour une mauvaise nutrition selon une étude ». Alors les chercheurs ont constaté que 70% des repas de restauration rapide consommés aux États-Unis avaient une mauvaise valeur nutritionnelle, sans blague. Pour les restaurants à service complet, environ la moitié des repas étaient de mauvaise valeur nutritive. Moins de 0,1% des repas au restaurant analysés pendant toute la période d'étude entre 2003 et 2016 ont été considérés comme d'une qualité nutritionnelle idéale. 0,1%. Donc en fait, bon, là on parle des États-Unis, mais je pense que chez nous ça doit pas être mieux les gars. Donc surtout si on va dans du fast-food, etc. Donc ce qui montre bien cette idée qu'on peut être en surpoids et mal nourri. On peut être en surpoids, donc c'est-à-dire en surcharge pondérale, être gras, gros, etc. Par contre, manquer de valeurs nutritives, on va dire, bénéfiques. Vitamines, minéraux, oligo-éléments, enfin bon voilà. Et quand on voit le chiffre 0,1% des repas analysés comme idéal, c'est vraiment ridicule. Donc ça veut dire que finalement, par défaut, vous mangez toujours mal, mais c'est surtout que non seulement vous mangez toujours mal, mais en plus ça vous apporte rien. Donc ça vous apporte tous les inconvénients de la malbouffe, sans même pas un petit avantage au niveau santé. Donc il n'y a pas de surprise, mais il y a des chiffres maintenant. Au moins, vous pouvez avoir un petit peu des chiffres par rapport à ça. Donc n'oubliez pas d'ailleurs que j'avais fait un gros contenu sur le site, si j'y pense je vous mettrai le lien, qui était comment manger sainement hors de chez soi. Alors pour tous ceux qui sont commerciaux, etc., j'avais bossé, franchement j'avais fait vraiment quelque chose de structuré avec plein d'exemples, plein d'idées, de conseils et tout pour manger, on va dire sainement quand vous n'êtes pas chez vous et que vous n'avez pas pu prendre la gamelle, etc. Je vous avais mis, enfin je vais vous mettre le lien, il ne faut pas que j'oublie, mais je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode. Et dernière chose qui me paraît pareil sensée, mais pareil qui a été expliquée, c'est comment certains aliments courants modifient le microbiote. Alors pour l'instant, agir sur la flore intestinale comme on entretient et conçoit son jardin n'est pas encore possible. Mais l'idée à terme est de pouvoir nous attaquer à certaines maladies ou conditions en ajustant les aliments que nous consommons, ce qui affectera la diversité microbienne qui, à son tour, influencera la santé et les maladies. En fait, ils se sont attardés un petit peu dans cet article sur... alors c'est un article qui est paru sur lanutrition.fr, sur les aliments antimicrobiens et prophages. En fait, c'est des aliments, alors je vais vous lire un petit peu, le microbiote intestinal est surtout composé de virus, en particulier les bactériophages ou phages, et de bactéries appartenant aux bactériodètes et firmicutes. La composition du microbiote est régulée par l'alimentation, mais aussi par l'activation des phages, ces virus mangeurs de bactéries qui mettent hors d'état de nuire les bactéries néfastes et promeuvent les bonnes. Donc en fait, il y a tout un tas de choses là-dedans, il y a plein d'aliments, mais quelque chose d'intéressant, c'est dans les effets antimicrobiens les plus forts, on a le tabasco. Donc, qui n'est pas allé dans un restaurant un petit peu douteux et s'est rendu compte qu'il y avait plein d'épices, etc. pour pas avoir le ventre en vrac. Nous ici, on en a un pas loin et justement, on s'est toujours demandé s'ils mettaient beaucoup d'épices parce que la nourriture était un petit peu trop vieille ou, enfin bon, bref. Donc, mais ça se sait depuis longtemps que les épices, tout ce qui est piment, etc., ça aide justement à pas se taper des problèmes de transit, surtout quand on mange des plats un petit peu douteux. Il y a également le dentifrice, le vinaigre, l'acide citrique, etc. Après, on peut retrouver la cannelle, le réglisse, clou de girofle, mais aussi l'aspartame, le café, la stevia et trigonelline. Alors, je sais pas trop ce que c'est. Enfin, si, c'est molécules présentes dans de nombreux aliments, dont les pommes de terre et busserolles. Bon, bref. Ce qu'il faut voir, c'est que là, j'ai cité l'aspartame, j'ai cité la cannelle, j'ai cité le tabasco. Finalement, ces substances-là vont agir sur certaines molécules. C'est-à-dire que il faut faire attention à ça. Parce que là, j'ai cité pas mal de choses, il faut faire attention à ça, ne pas tomber dans le « il faut en manger ou pas en manger ». Parce qu'en fonction parce que, par exemple, l'aspartame n'agit pas de la même façon que le tabasco, et pas sur les mêmes choses. Donc du coup,
quand il y a eu des études qui ont montré que justement au niveau de la flore intestinale, justement, tous ces édulcorants comme l'aspartame avaient plutôt un effet négatif. Et donc, du coup, c'est classé dans une catégorie antimicrobien, etc., comme le tabasco et tout. Mais il faut faire attention parce que ça n'attaque pas les mêmes choses. Et comme vous le savez, on a des substances pathogènes et des substances qui vont être plutôt bénéfiques au niveau de notre flore intestinale, donc des bactéries qu'on a au niveau des intestins. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que bientôt, on va pouvoir, avec la recherche, agir sur certaines choses grâce à l'alimentation. On le fait déjà finalement avec les remèdes de grand-mère, etc. Mais aujourd'hui, ça commence à être expliqué. Et moi, je trouve que c'est toujours intéressant de voir ce genre de choses qui évoluent, on va dire, et qui commencent à mettre des mots. Et ça peut être intéressant de se poser des questions, de faire un peu des expériences de pensée, et de se demander, c'est marrant, mais quelles sont les choses qui sont encore aujourd'hui à l'ordre des remèdes de grand-mère ou des croyances ou vous savez des choses un petit peu comme ça qui pourront être prouvées plus tard, et des choses qu'on juge aujourd'hui peut-être ridicules pour une personne qui est très cartésienne, etc., et qui un jour sera peut-être prouvée en fait, on expliquera juste le mécanisme. Les personnes ressentent ça parce que X, parce que Y, etc. Donc bon, voilà. Je vous ai envoyé pas mal de petites news au niveau de la nutrition dans cet épisode-là. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas que si vous voulez avoir la longue formation sur les fibres et sur pourquoi les légumes peuvent parfois vous faire grossir, etc., voilà, vous avez le lien en description. Et sinon, on se retrouve très rapidement pour la suite en podcast, en article sur www.fitnessmith.fr. Et à très bientôt et bonne semaine à tous. Bye. Si vous avez aimé ce podcast, laissez-moi vous montrer un petit peu ce que je fais dans l'espace VIP. Donc je vous ai mis un petit lien pour aller continuer à écouter comme ça des audios qui sont réservés aux personnes, on va dire, du petit cercle VIP. C'est des contenus que vous pouvez écouter aussi bien en audio ou en vidéo. Ça, c'est à vous de choisir comment vous souhaitez consommer le contenu. Mais il y a également des programmes d'entraînement. Il y a également des plans diététiques, etc. Et c'est justement une extension du podcast volontairement pour justement les personnes qui veulent pas juste consommer de l'actu, des petits sujets légers, mais plutôt rentrer dans le vif de certaines problématiques pour progresser et pour un petit peu en fait devenir de plus en plus indépendant vis-à-vis des coachs, etc., etc. Donc vous avez un petit lien directement et si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder le contenu. Voilà.